Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. C'est le plus gros chantier hydraulique de France. En Isère, la construction du barrage de Remanche-Gavet se termine. Il mesure l'équivalent de 5 étages, un géant dont nous visiterons les entrailles dans un instant. Ce midi, nous irons aussi à Genève où la Little Cup bat son plein sur le lac Léman. C'est un véritable laboratoire technique et tactique pour sa grande sœur, la fameuse Coupe de l'América. Des Français dont Franck Camas sont en lice. Et puis la météo de ce vendredi, pas terrible, vous le voyez. L'alerte orange est maintenue en Isère, où après le vent, de très fortes précipitations sont attendues aujourd'hui. Et c'est avec ce temps calamiteux que l'on débute ce journal. Je vous le disais, Météo France maintient la vigilance orange en Isère, où après les vents violents qui ont fait des dégâts, notamment dans le nord du département, c'est désormais la pluie qui inquiète. 800 foyers sont toujours privés d'électricité et on signale ce matin quelques interventions pour de petites inondations. On écoute le capitaine du centre de secours de Bourgoin-Jallieu. L'événement semble un peu plus conséquent effectivement sur le secteur de Pont-de-Chiruy depuis quelques minutes. Pour le moment, encore une fois, sur le secteur de Bourgoin-Jallieu, c'est plutôt calme. Alors, ce matin, c'était plutôt des inondations sur des bâtiments, soit maisons individuelles, soit des établissements publics. Encore une fois, sans grande ampleur. Les moyens ont été rapidement disponibles pour faire face à d'autres sinistres. La météo va peut-être évoluer dans le temps. J'espère qu'elle va devenir plus clémente et que le phénomène va s'arrêter tout simplement, ce qui est normalement annoncé en début d'après-midi. Alors que nous réserve cette météo pour les prochains jours et comment expliquer cet épisode de vent et pluie particulièrement violent? Nous sommes allés poser ces questions aux prévisionnistes de Météo France. Écoutez. Ces situations ne sont pas inhabituelles à cette période de l'année. À l'automne, on a souvent des forts contrastes entre de l'air plus doux dirigé par des vents de sud, suivi d'une éruption, des premières éruptions d'air plus frais dirigé par des vents de nord. Donc hier, épisode remarquable de douceur, mais aussi de vent, puisqu'on a eu des vents de sud exceptionnellement forts, plus de 100 km/h sur le nord du département. Et c'est bien sûr sur la région lyonnaise que les vents ont été le plus forts. Ils ont atteint plus de 120 km/h. Mais ce matin encore, plus de 140 km/h à Champs-Rousses en altitude. C'est une zone dépressionnaire qui dirige des profonds vents de sud et de l'air plus doux est responsable de cet épisode. Cet air plus doux rentre en contact, en conflit avec de l'air plus frais, des situations fréquentes à cette époque de l'année. Et alors les pluies peuvent être abondantes parce que ce contraste entre deux masses d'air différentes, ce contraste est très marqué. Alors ces pluies seront plus abondantes sur les secteurs les plus sensibles. Sur le département de l'Isère, il s'agit du couloir rhodanien, du nord Isère et encore des remontées parfois importantes le long du bas Grésivaudan. Cette information révélée par nos confrères de France Bleu Isère, un professeur d'EPS du lycée de Die a été mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un de ses élèves dans une avalanche à Villard-de-Lans. Les faits remontent au 28 janvier dernier. Les explications, Olivier Denoyel. L'accident a eu lieu dans ce massif à plus de 2000 mètres d'altitude, aux alentours de Villard-de-Lans. Le mercredi 28 janvier dernier, au cours d'une sortie de ski randonnée, un groupe de lycéens de Die est surpris par une forte avalanche. 3 personnes sont enfouies sous la neige. 2 d'entre elles, un adolescent et un guide, sont secourus très rapidement, et ce, grâce à leur détecteur de victimes d'avalanche, ce que l'on appelle un ARVA. Renaud, 17 ans, lui, n'avait pas cette balise sur lui. 2 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour le retrouver grâce à des chiens. Mais trop tard, l'adolescent était mort. La justice cherche à savoir pourquoi le professeur de PS qui encadrait la sortie n'a pas vérifié si chaque élève avait un ARVA sur lui. Un manquement qui aujourd'hui lui vaut une mise en examen par le juge d'instruction chargé de l'enquête. Et l'on reparle de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, une affaire dans laquelle le mobile du suspect reste assez flou. Une expertise psychiatrique de Yacine Sali privilégie la thèse de la vengeance personnelle. Pourtant, la décapitation de la victime et les liens du suspect avec la Syrie évoquent un acte terroriste. Le point avec Nathalie Rapuc. 3 mois après les faits, les raisons de la décapitation d'un chef d'entreprise à Saint-Quentin-Fallavier seraient avant tout d'ordre personnel. C'est un expert psychiatre à la Cour de Paris, Daniel Zaguri, qui avance cette hypothèse sur RTL mercredi dernier. Ce professeur, qui a dressé le profil psychologique de Guy Georges et de Michel Fourniret, vient de rendre un rapport sur le présumé coupable, Yacine Sali.
Il explique qu'il a agi dans un mouvement de vengeance personnelle. Il a accumulé des tensions et se sentait humilié par ses supérieurs. La décapitation avait pour but de marquer les esprits, laissant de lui une trace héroïque, toujours selon l'expert. Concernant l'implication terroriste, le psychiatre réclame d'autres examens. En conclusion de son rapport, l'expert est formel. Yassine Sali ne présente aucune anomalie mentale. Pleinement responsable de ses actes, il peut donc être jugé. En Savoie, le corps retrouvé hier au pied du Mont Revard est peut-être celui de Xavier Cambre. Cet ancien rugbyman du FCG Grenoble a disparu mercredi dernier au volant de sa voiture, véhicule qui a été retrouvé sur le parking du Belvédère du Revard. Plus d'informations sur notre site internet alpes.france3.fr. C'est l'un des plus grands chantiers EDF européens en cours. En Isère, le barrage hydroélectrique de la Romanche a débuté en 2010. Aujourd'hui, il est enfin visible de l'extérieur, mais le gros de l'ouvrage se situe à 200 mètres au-dessous du sol. Visite de ce chantier avec Grégory Lespinasse et Joël Serroni. C'est l'histoire d'une rivière qui retrouve son lit. Depuis 2010 et le début des travaux, l'eau bien sûr a coulé sous les ponts et la Romanche se retrouve avec cette pyramide de béton sur son chemin. Toute la zone où vous avez le barrage actuellement, où l'eau passe à travers, était complètement à sec jusqu'à il y a 2 jours, puisque on a dû mettre cette zone à sec pour construire le barrage dans les meilleures conditions possibles. Un barrage de 40 mètres de large, c'est la face visible de l'iceberg. Une installation amenée à remplacer à terme 6 centrales et 5 barrages construits il y a plus d'1 siècle. Le barrage, c'est la partie la plus visible de l'ensemble de l'aménagement qui est en cours de construction. Alors évidemment, c'est un ouvrage stratégique parce que pour faire l'électricité, il faut d'abord dériver, capter cette eau et l'amener avec le plus d'énergie possible pour être transformée en électricité. 9 km plus bas, c'est ici, à 200 mètres sous la roche, que l'eau viendra alimenter les turbines d'une centrale entièrement souterraine. Là, on est vraiment au cœur de l'usine, la plus grande des cavernes, celle dans laquelle on va bientôt commencer à monter nos premiers groupes, nos premiers bétons, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages environ. Une cathédrale au centre de la Terre. Un chantier qui est loin d'en être au même point que le barrage. Et sur les 9 km de conduite, seuls quelques centaines de mètres sont pour l'instant creusés. Il a fallu sécuriser et s'adapter pour cette construction hors du commun. On est à peu près à la moitié des travaux. On a fini les travaux d'excavation et maintenant on s'attaque aux travaux de construction à l'intérieur du trou que l'on vient de faire dans la montagne. Prévue pour une mise en service en 2017, la plus grande centrale hydraulique de France devrait plutôt voir le jour en 2019. Mais la vie de ce chantier est, paraît-il, loin d'être un long fleuve tranquille. Si votre niveau d'anglais vous désespère, voilà qui devrait vous intéresser. Une Haut-Savoyarde diplômée en langue et en didactique vient de mettre au point une méthode d'apprentissage disponible sur tablette. Une méthode basée sur le son et qu'elle avait au début imaginée pour son fils dyslexique. Ingrid Pernet-Duparc, Serge Vorette. Yes, très bien. Alors, le mot Woman. 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 Tout commence par le son qui donne lieu à une histoire, puis à un geste. Exemple. Ah, c'est un son qui sort sans formuler un son voyelle. C'est ni un A, ni un E, ni un O, ni un U. A. Et donc, quand on sort au soleil, on met un chapeau et c'est le signe A de San. Construire une image dans sa tête, ce que l'on appelle aussi l'évocation mentale. C'est tout simplement ce qui manquait à Maxence pour mémoriser, comprendre et enfin parler l'anglais. Ça me plaît parce que c'est des histoires, puis c'est ludique. Maxence, ça lui a permis en fait d'entendre et de comprendre un petit peu mieux les sons et donc d'apprendre l'anglais, de pouvoir vraiment s'approprier les mots. Et donc, de donner du sens à cette langue, d'apprendre à écrire ce que l'on entend. Si je vous dis vous pouvez me l'écrire? Non. Non. Il faut donc expliquer le son, comment il s'écrit, quelles sont les différentes lettres qui sont utilisées. Ça, c'est une formation préparatoire à l'apprentissage d'une langue que nous faisons bébés et enfants avant d'apprendre à écrire au CP. C'est cette étape manquante que cette mère de famille et diplômée en didactique souhaiterait combler avec cette méthode préparatoire à l'apprentissage de l'anglais. Et au fait, il y a Gavariu paruski yazik manie panamiyu, ça veut dire je parle le russe mais je ne le comprends pas, alors good luck pour l'anglais.
La trêve estivale n'a pas apaisé leur grogne contre la réforme des collèges. Nouvelle grève des professeurs à l'appel des principaux syndicats. À Grenoble, Chambéry, Annecy, des rassemblements sont prévus cet après-midi. Pour en parler, j'accueille Grégory Corr, professeur d'histoire géo et président du SNALC Isère. Bonjour. Bonjour. Cette réforme, elle est prévue pour la rentrée 2016. Elle a été votée, publiée au journal officiel. Est-ce que ce n'est pas une bataille perdue d'avance? Non, absolument pas. Ce n'est pas une bataille perdue d'avance. Il faut quand même rappeler que le décret qui a été signé le lendemain, publié au journal officiel le lendemain d'une manifestation des enseignants, le 19 mai, qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers d'enseignants dans les rues, et plus de la moitié des enseignants grévistes ce jour-là. C'est un coup de force du gouvernement qui, sans concertation avec les enseignants, a mis en place cette réforme. Donc nous luttons contre cette réforme qui n'est pas perdue puisqu'elle va être appliquée en 2016, et donc on souhaite son abrogation. Quel est le principal reproche que vous faites à cette réforme? Alors, très rapidement, le principal reproche, c'est qu'il diminue les heures disciplinaires, c'est-à-dire les cours de maths ou de français par exemple, et qu'il rajoute des heures interdisciplinaires, non pas en plus, mais en moins des heures disciplinaires. Et tout cela conduit à notre avis, c'est notre conviction profonde, à plus d'inégalités plutôt qu'à plus d'égalité. Pourtant, la fin des classes bilingues, elle va dans le sens de plus d'égalité pour tous les élèves. Alors, dans l'idée du gouvernement, la fin des classes bilingues permettrait d'avoir 2 langues enseignées dès la 5e, seulement qu'elles seraient obligatoires pour tout le monde. La différence, c'est que ces langues enseignées en 5e font qu'on n'apprend plus de 2e langue en 6e, ce qui était le cas des classes bilingues. Et donc, ça provoque plus de difficultés, à notre sens, que d'une facilité à enseigner et à apprendre ces langues. Mais au final, concernant les langues vivantes, les élèves auront 54 heures d'enseignement en plus. C'est une bonne chose quand même. Alors c'est une bonne chose. Nos points d'accroche par rapport à cette réforme sont surtout sur le fait qu'on va détruire des sections qui fonctionnent. Les sections bilingues fonctionnent, elles permettent d'apprendre dès la 6e une 2e langue. Pourquoi y mettre fin? Pourquoi, au nom de l'égalité, créer des inégalités? Puisque avec les options langue, mais également les options de latin, qui est une langue, on va donner de l'autonomie aux établissements, et on sait ce qui va arriver. Les établissements qui en auront les moyens feront des sections de langue facultatives de latin par exemple. Les établissements qui n'auront pas les moyens devront se satisfaire du reste. Concernant les langues mortes, vous parliez du latin, le grec, la ministre s'est ravisée. Elle a finalement demandé au Conseil supérieur des programmes de les prévoir dans les enseignements complémentaires facultatifs. Et pour vous, ça pose toujours problème quand même? Ça nous pose problème puisque c'est enseignement complémentaire facultatif. Là, on ne parle pas du tout de rétablir le latin, on parle justement de dire que les établissements qui le pourront, qui auront les conditions, les moyens, pourront mettre en place de manière facultative et complémentaire du latin. C'est mettre fin au latin de manière générale. La réforme et ce qui a été rajouté par la ministre ne rétablit pas le latin. Et pourtant, il y a eu concertation sur cette réforme. Le Conseil supérieur de l'éducation, composé entre autres de professeurs, s'est prononcé majoritairement pour. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut utiliser le terme concertation lorsque la ministre a présenté au début de l'année scolaire passée un projet de réforme qui a été refusé par la majorité des syndicats qui sont réunis aujourd'hui en intersyndical et qui représentent plus de la majorité des enseignants. Ce projet de réforme n'a pas été modifié. Nous avons refusé ce projet de réforme parce que nous souhaitons une autre réforme du collège. Le SNALC appelle à une réforme du collège modulaire. Nous voulions une autre réforme. Cette réforme n'a pas été modifiée. Elle a été signée par décret le jour d'une manifestation, donc un véritable coup de force. Cette réforme n'a pas changé d'un iota. J'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce qu'est la concertation dans tout cela. Grégory Corr, merci d'avoir été avec nous pour parler de cette grève des professeurs des collèges, avec donc un rassemblement à Grenoble. À Grenoble à 14h. Et je rappelle que le samedi 10 octobre, nous invitons tous les enseignants, les lycéens, les collégiens, mais aussi les parents d'élèves à venir manifester à Paris le 10 octobre pour une grande marche citoyenne. Merci. Allez, on reste sur le terrain de l'enseignement et du savoir avec l'Université des Alpes qui s'ouvre aujourd'hui à Megève. Les Alpes, source d'énergie positive. C'est le thème de cette édition. Conférences, débats animeront ces 3 jours. Reportage Cédric Lepoitvin, Yves-Marie Glo. Comprendre l'énergie des montagnards dans l'arc alpin, voilà qui faisait débat à l'Université des Alpes de Megève. Économistes, politistes ou encore chercheurs réfléchissent avec le public sur le rôle des montagnards, ces hommes et ces femmes, qu'ils soient entrepreneurs, créateurs, artisans ou paysans, sont tous acteurs et usagers de l'espace montagne. Ils tentent à leur niveau de trouver les solutions de préservation d'un environnement attractif, aujourd'hui fragilisé par trop d'activités humaines. Alors qu'est-ce qu'un montagnard donc comme vous pouvez voir sur la fiche en bas,
Il n'y a pas de développement durable sans ces deux composantes, l'économie et l'écologie. Ils sont inventifs et aujourd'hui, ils aspirent à une qualité de vie. La montagne, autrefois milieu agricole, est devenue un lieu de villégiature, mais aussi un lieu de vie très prisé. Face à la demande croissante de l'homme en termes d'activité, d'énergie et de consommation, la nature semble avoir montré ses limites. Le dérèglement climatique serait-il pour l'homme l'heure de l'adaptation et d'une transition énergétique indispensable ? C'est la question du point d'équilibre, qui est une question très complexe, hein, effectivement. Et je crois que là, on atteint un petit peu les limites du système où quand on raisonnait en termes de croissance, de développement, et qu'on voit bien que ce modèle-là est réinterrogé par des facteurs d'incertitude, des facteurs de crise, qui posent la question d'une forme d'auto-limitation. Et c'est un débat idéologique, un débat philosophique, un débat politique qu'on a effleuré ce matin, on le voit bien. Des questions et des réponses sur notre milieu et notre façon de vivre qui seront étayées pendant ces 3 jours, avec l'ouverture vendredi d'une boutique à projet afin de récolter toutes les suggestions locales d'alternatives économiques et écologiques. Voilà une université qui a débuté hier et qui se termine demain. On l'appelle la Petite Coupe de l'America, en anglais Little Cup, un championnat du monde des classes C qui se déroule à Genève. Les premières régates ont débuté hier et les finales se disputeront samedi et vendredi. De grands noms de la voile comme Franck Camas participent à la compétition. Serge Vorette, Ingrid Pernet-Duparc. Lundi, les 2 premières manches de la Little Cup, c'était ça. Des plateformes volantes aux ailes rigides qui se battaient à près de 60 km/h au-dessus de l'eau, non sans parfois faire un peu de casse, comme ici l'Américain Steve Clark. Résultat, 2 ans d'entraînement et surtout d'ingénierie qui, si l'on ose dire, tombe à l'eau avec lui. Le vent était à peu près comme ça, et dans ces conditions, c'est pas très facile de virer. À regarder le jet d'eau, on se doute bien que les conditions sont instables sur le Léman. Mais cette semaine, il y a sur le quai de la Nautique beaucoup plus d'actifs que de contemplatifs. Dans la semaine, il y a des ingénieurs des équipes de la prochaine Coupe de l'America qui seront présents. On le voit d'ailleurs bien l'exemple avec l'équipe Groupama et Franck Camas qui a dit lui-même que tout ce qu'ils développent sur Groupama C doit pouvoir être mis à l'échelle sur leur futur AC48 de la Coupe de l'America. Le Léman, je trouve que c'est un très bon plan d'eau pour ce type de bateau. Ça aime quand même beaucoup la mer plate, ce genre de bateau, c'est des petits bateaux. Et en même temps, ça peut aller très vite lorsqu'il y a du vent comme aujourd'hui. Donc c'est un super plan d'eau. Et puis on a encore une semaine de régate, donc la course est encore longue. Longue et forcément incertaine, car si lundi c'était ça, mardi c'était plutôt ça. Pétole, comme on dit en voile, des vents inexistants, ou presque, toute la journée. Mais pas de quoi affoler Denis Auro, le directeur de course et également patron du Vendée Globe. Il faut faire le dos rond et je pense que c'est l'une des grandes qualités des marins et des techniciens qui nous entourent, c'est de savoir accepter avec beaucoup de bonne humeur les conditions qui nous sont offertes. Autrement, on ne viendrait pas sur le Léman. Des jours et parfois même des heures avec et des heures sans. Il n'y a vraiment pas de doute, on est bien sur le lac Léman où la légende dit qu'il y a plus de 100 vents différents. Eh bien, ils ont jusqu'à samedi pour se manifester auprès des compétiteurs de cette 27e Little Cup. À l'occasion des journées du patrimoine qui approchent et de la mobilisation de l'antenne de France 3 samedi toute la journée, voici la photo du jour envoyée par un téléspectateur. Il s'agit du château de Duin, à côté d'Annecy, en Haute-Savoie. On attend toujours vos photos à l'adresse patrimoine@francetv.fr. C'est la fin de ce journal, mais n'oubliez pas, l'info continue sur alpes.france3.fr. Très bel après-midi et à bientôt.